Donc l'Ilolicombe est une association qui accueille tout type de public et l'objectif de l'association est de pouvoir sensibiliser ces gens, de faire prendre conscience en fait que la solution est dans leurs mains et que c'est à eux de changer s'ils veulent que le monde change, mais également de montrer de manière concrète comment est-ce qu'on peut réaliser ces changements. Et c'est pour ça notamment qu'on a mis en place un jardin en permaculture pour avoir une autre idée de l'accès à la nourriture et voir comment on peut produire différemment notre nourriture. Ok, il faut pas aller le voir. Ouais, c'est parti. Viens, on va se mettre là, t'as le soleil dans les yeux. Attends, je vais te dire tout de suite. Sinon, je vais me mettre au milieu pour ce que je vais te présenter, c'est ça en fait. Ouais, bah nickel, je te suis. Ici. Et comme ça, je pourrais te présenter à droite et gauche. Super. Tu me dis quand t'es prêt. Bah c'est tout bon. Donc il faut... Dans quel sens je vais le prendre? C'est parti? Ouais. Donc on a développé le projet sur les principes de la permaculture. Alors très rapidement, la permaculture c'est quoi? C'est l'idée de produire ce dont l'homme a besoin en évitant de mettre des intrants, en évitant les déchets et en essayant de créer des systèmes les plus résilients possibles. Et pour ça on s'inspire de la nature, on s'inspire des sociétés traditionnelles, mais également de toutes les nouvelles technologies et sciences qu'on a développées ces dernières années. Alors là on a un exemple vraiment typique, ce qu'on appelle la forêt-jardin, que vous avez dans la nature, la forêt qui est constituée de plusieurs étages où il y a une grande biodiversité. C'est pas du tout la monoculture qu'on a dans nos champs cultivés. Et vous voyez, dans notre forêt nourricière, on va avoir des grands arbres. On a ici un amélancier, on va avoir un effilier, un prunier. Et donc ces grands arbres vont représenter les grands arbres de ma forêt. Sous ces grands arbres, on va planter plein de petits arbres un petit peu plus petits. Des petits arbres plus petits, oui, c'est le cas de le dire. Par exemple, cet arbre, en fait, qui à l'âge adulte fera environ 2-3 mètres de diamètre, et lui son rôle dans la forêt c'est de pouvoir ramener de l'azote. Donc il va avoir son intérêt va être de fixer les c'est dur avec la caméra, je suis pas naturel. Ouais, c'est chiant, je sais. Tu veux que je recommence du début? Non, mais moi j'aime bien ces moments là, je les mettrais peut-être pas tu vois, mais je trouve que ça rajoute du naturel tu vois. Ouais. Le moment où tu dis ah j'y arrive pas, puis hop là je coupe, puis je reprends derrière. Pas de souci, on va faire Enfin de toute façon je vous c'est le temps de l'enverrai. se détendre. C'est dur Ouais, quand on s'en filme, on n'arrive pas à faire les choses naturellement, c'est bête. Je comprends. Est-ce que toi tu pourrais faire l'interlocutrice? Comme ça il regarde pas la caméra tu vois, mais il te regarde toi. S'il te plaît. C'est ce qu'on faisait avec Adam, donc souvent c'était lui qui posait les questions et... Ça tu peux parler à elle. Pas de souci. Je continue, en tout cas. Tu sais, on implante donc des grands arbres dans notre forêt nourricière et en dessous on va implanter tout un étage d'arbustes. Donc ça peut être par exemple ces petits arbres qui font à taille adulte de 3 mètres, donc ils ne vont pas gêner mes grands arbres fruitiers. Mais lui par contre son rôle c'est qu'il va fixer l'azote et il va le donner en nourriture aux arbres. C'est-à-dire que dans ma forêt je vais installer tout un tas de plantes qui vont venir pour nourrir mon arbre. Un autre exemple c'est par exemple la consoude. C'est une plante qui a des racines très profondes et qui va monter en surface des minéraux. Et on va donc utiliser ces feuilles tout simplement pour nourrir les arbres, notamment leur apporter ici du phosphate. On va également implanter dans ma forêt tout un tas de plantes comestibles. On va avoir des arbustes de cassis, de groseilles, de baies de goji. Tiens, il y a les moutons qui se sont échappés, t'as vu? Pourquoi t'es là, toi? C'est cool, ils sont en impro. Bah, il voulait passer à la télé aussi. Ouais. Bon, c'était pas prévu, on va devoir faire une petite pause faire la chasse aux moutons. Le dit, il est pas très commode en plus, mais bon, à l'attaque. On y va? On fait une petite pause? Ok. Hop hop hop. T'arrives à passer devant, t'es sûr? Voilà. Allez, ça va. Bien. Oh. T'enregistres, je te suis. Bah, c'est très bien. Ouais, on arrive là dans la forêt nourricière. C'est un système qui imite la forêt naturelle. Et comme tu vois, on a des grands arbres qui vont être comme dans la forêt, notre canopée. Sous ces grands arbres, on va planter tout un étage d'arbres plus petits. Là, on a un exemple, par exemple, c'est le goumi du Japon. Donc pourquoi on les met ces arbres? En fait, c'est parce qu'ils vont fixer l'azote et ils vont enrichir le sol. Et en plus de ça, ils donnent des fruits comestibles, donc ça nous arrange. Et sous ces étages d'arbres, on va planter tout un étage d'arbustes, donc comme celui-ci, mais également des arbustes comestibles. Des groseilles, des cassis, des baies de goji, des baies de mai, ça c'est les chèvrefeuilles comestibles. Et on va ensuite avoir un étage de plantes vivaces. Donc ces plantes vivaces, ça peut être des plantes comme la consoude, qu'on va mettre ici pour ramener des minéraux en surface et donc permettre
nous permettre de nourrir nos plantes. On va également avoir des plantes comestibles. On voit par exemple là-bas le chou de Banton avec le liseré vert clair. Donc tout un tas de plantes dont on peut manger les feuilles ou les racines ou les fruits. Et on va également avoir tout un étage de plantes médicinales ou aromatiques, par exemple de la menthe, de la mélisse, de l'hysope, etc. Au milieu de cette forêt, on va planter des engrais verts. Donc là, c'est par exemple la facélie qui va attirer les abeilles, les nourrir, qui va aussi structurer le sol. On peut planter du trèfle, du lotier, donc il y a plein de plantes comme ça qui vont venir dans ces espaces. Et au pied des arbres, on peut ajouter, pour terminer le système, des lianes, comme par exemple des vignes ou du kiwi. Et une fois que l'arbre sera grand, il pourra utiliser le tronc comme tuteur. Et on aura à nouveau un espace où on pourra trouver des choses comestibles. Donc là, on est vraiment dans une illustration de la permaculture. On a un système en fait où on n'a pas d'intrants, on ne ramène pas de produits chimiques, on n'arrose même pas en fait, sauf les jeunes plants. On a un système qui ne produit pas de déchets. Et on a un système qui est extrêmement productif parce que non seulement il fournit des fruits sur les arbres fruitiers, mais il fournit des fruits rouges, il fournit des feuilles comestibles, il fournit des plantes médicinales, pardon, c'est le mot que je cherchais. Et sur une petite surface, en fait, on concentre la production. Et ça, c'est vraiment un des fondements de la permaculture. C'est quoi? C'est plus on arrive à concentrer nos productions sur des petites surfaces, et plus on va avoir des espaces naturels. Et plus il y a d'espace naturel sur la terre, et plus on va rééquilibrer les climats, on va stocker du carbone, on va gérer la pluviométrie, purifier l'eau, etc. Et c'est pour ça l'intérêt d'imiter les systèmes naturels et de fonctionner par exemple dans ce cas-là sur ce qu'on appelle des forêts-jardins. On va pouvoir à tous les étages produire de la nourriture pour les êtres humains. Super. Et ça, tu fais des stages en fait pour expliquer ces trucs-là? Bah, en fait, on apprend ça durant des formations, puis on le transmet aussi durant des formations, des stages qu'on organise ici. Donc sur 2 jours, on accueille 10-15 personnes et puis on voit comment mettre en place concrètement ce système. Ouais. Parce que, comme tu le vois, ouais. On va se mettre bien vers là peut-être. Sur la préparation du sol, enfin sur le démarrage de ce système, au départ on est sur une prairie où il y a des chevaux. Donc c'est un sol qui est pauvre, avec une faible biodiversité et qui est compacté. Et là en fait, tu vois, il y a 3 ans, on a mis en place des cartons tout simplement. Des cartons qui ont étouffé l'herbe. On a profité des cartons dans lesquels on a mis des trous pour installer des pommes de terre. Et par-dessus ça, on a mis une couche de paille. Et l'année suivante, bon, on a récolté nos pommes de terre, on a enlevé les cartons, la paille, on s'est retrouvé avec un sol déjà qui était beaucoup plus facile à travailler. À partir de là, on a aéré un petit peu à la grelinette, on a planté des engrais verts. Et puis au milieu de ça, on a pu implanter nos arbres, tous nos arbustes, etc. Et tu vois, au bout d'à peine 3 ans, j'ai une terre qui a une très très bonne structure, tu vois. C'est ce qu'on appelle la terre en couscous. Tu vois, elle fait juste des petits. Elle est très très riche en vers de terre. J'en ai pas eu pour le coup ici. Elle a une bonne odeur d'humus. Et donc on crée un sol vivant tout simplement. Et c'est comme ça que fonctionne en fait l'écosystème dans la nature. Tu vois, les arbres avec leurs feuilles mortes vont donner de la nourriture à toute la microfaune du sol. Elle-même va donner de la nourriture aux champignons, aux bactéries. Et puis avec l'intervention des vers de terre, c'est un système assez complexe, mais on va mettre en place un sol vivant qui va permettre de fixer les minéraux pour les rendre disponibles aux plantes, tout simplement. Hop. Ok, je coupe. Ouais. Parce que tu vois, quand on parle de forêt-jardin, on a toujours l'impression de forêt en fait, où il faut des hectares de terrain. Donc là, justement, on a voulu faire une toute petite forêt-jardin sur une bande qui fait peut-être 25 mètres de long sur 3 mètres de large. Et tu vois, juste sur cette bande, on a pu installer 3 arbres fruitiers. Et au milieu de ces arbres fruitiers, on va le voir en passant, on a installé plein de petits fruits rouges. Donc là, c'est des cassis et des groseilles. Ici, on a des groseilliers à macro, on en a 3. Et puis au milieu de ça, on installe tout un étage de vivaces. Donc là, on a installé du lupin. Et tu vois, au pied du lupin, qu'est-ce que c'est les engrais verts qui commencent à sortir. Et eux aussi, ils vont ramener, là, c'est du trèfle, donc ils vont enrichir le sol en azote. On a l'aquilée millefeuille aussi, qui est une plante avec des racines profondes, comme la consoute tout à l'heure. Elle va remonter en surface des minéraux et on va pouvoir les rendre disponibles pour les plantes. Et ça, c'est arrivé, c'est trèfle et... Ça a été planté, c'est des graines qu'on a semées. Donc, autour de l'arbre, on a installé un plant d'hysope, donc plante médicinale. On a ici un genêt à balai qui va permettre d'enrichir le sol en azote et accessoirement, c'est fait pour faire des balais. Donc, ce n'est pas les balais en plastique qu'on retrouve dans la décharge, c'est des balais qui, une fois
abîmés, on les remet dans la nature et ils redeviennent de la nature, tout simplement. On va voir donc tous mes groseilles, tous mes cassis dont je t'ai parlé. Tout le long, on a installé des menthes, puisque les menthes sont des bons couvre-sols, et l'idée c'est que les menthes petit à petit envahissent le terrain et qu'elles nous évitent du coup de désherber, qu'on puisse avoir une plante utile qui va recouvrir tous les espaces pour que notre sol soit couvert. Et on continue, tu vois, jusqu'au bout. Attends, je vais monter par là-haut pour mieux vous montrer. Tout le long, on a installé des consoudes, toujours au même principe. Ces consoudes, en fait, on les coupe au fur et à mesure parce que très rapidement, ça devient des gros pompons comme ça. On les coupe, on les met en nourriture aux plantes, donc c'est de la fertilisation naturelle. Donc tu vois, par rapport à l'agriculture chimique où à chaque fois on va chercher des produits pétroliers, des entrailles de la terre, on les transforme, ça coûte cher, il faut les transformer. Tout ça, la nature nous donne gratuitement. Donc cette plante, j'ai mise en place, ça y est, elle est gratuite, elle est là pendant plusieurs années. Puis chaque année, je la coupe en deux, je la replante et tu vois, elle se divise à l'infini, c'est extrêmement simple. Et ça ramène gratuitement des nutriments aux plantes. C'est moins de travail aussi? Ouais, c'est moins de travail, bien sûr, puisque c'est l'idée de la permaculture, c'est arriver à des systèmes qui soient de plus en plus résilients et stables, où on a besoin de moins en moins d'intervenir. Et c'est à travers ça, justement en utilisant tout ce qui se trouve dans la nature, qu'on va pouvoir arriver à ça. Et tu vois, donc ça continue jusqu'à là-bas, ce petit bout de terrain. Et imagine ça, on peut le mettre dans n'importe quelle ville. Tu vois, à Paris, à la place des trottoirs ou des espaces verts inutiles qui coûtent du temps, de l'entretien et qui servent à rien, qui fournissent rien. Sur un petit espace comme ça, on fournit des fruits rouges, des plantes aromatiques, il y a des plantes comestibles, des feuilles comestibles. Et donc tout ça sur à peine une trentaine, une quarantaine de mètres carrés. Alors évidemment, bien sûr, on imagine dans les pavillons, dans tous ces espaces en fait qu'on pourrait transformer en forêt nourricière et comment on pourrait nourrir notre pays et puis toute la terre d'ailleurs à travers des systèmes comme ça. Ouais. La nature en fait, on a des forêts dont le rôle va être de capter l'eau qui tombe du ciel, de l'infiltrer et puis de la redistribuer ensuite tranquillement. Elle sert de tampon. Mais nous, les forêts ont disparu, hein. Comme tu vois là-haut, c'est plus des forêts, c'est des routes. Et ce qui se passe, c'est que quand il pleut, l'eau va se concentrer dans les vallées en fait, et elle va descendre très rapidement et elle n'aura pas le temps de s'infiltrer. Alors ce qu'on fait en fait pour pallier à ça, on appelle ça des techniques de réparation du paysage, puisqu'on n'a pas le temps de planter une forêt. On espère pouvoir planter une forêt sur toute la prairie là-haut. En attendant, on a créé des systèmes en fait qui sont constitués de noues, comme celles que tu vois ici. Et comment fonctionnent ces noues en fait, on va peut-être le voir tout à l'heure en se rapprochant. Là-bas, on a donc construit un grand barrage qui a été situé à un endroit où il capte toutes les eaux qui descendent de la vallée. Et ces eaux se concentrent dans le barrage et quand le barrage est plein, il déborde et il va déborder dans ces noues que tu vois ici. Et lorsque cette noue est pleine, elle va déborder dans la noue qui se trouve en dessous et qui va jusqu'à la cabane à moutons. Et qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que quand tu as un énorme orage et quand tu as d'énormes quantités d'eau qui tombent, plutôt que cette eau elle parte sur la route et aille dans les stations d'épuration, ce qui va en plus coûter des sous à la collectivité, elle va être ralentie, elle va être éparpillée sur tout le terrain, répartie sur le terrain, et là elle va avoir le temps de s'infiltrer. C'est-à-dire que si l'orage a lieu lundi, bah dimanche j'ai encore plein d'eau dans mes noues, parce qu'elle n'a pas encore eu le temps de s'infiltrer. Et donc l'eau va s'infiltrer, ça va recharger en profondeur les nappes phréatiques. Et ça c'est une bonne technique en fait de gestion d'eau, et quand on met ça en place dans les milieux arides, et même dans les déserts les plus secs, et ben, c'est comme ça qu'on remet en place la fertilité et qu'on réimplante des forêts dans le désert. Et par exemple en Jordanie, c'est avec ce système-là qu'ils ont réinstallé une forêt dans un désert qui se trouve en dessous du niveau de la mer et qui, vraiment il n'y a rien, c'était d'une aridité et en l'espace de 3 ans il y a une forêt qui s'est installée. Donc ça c'est vraiment des systèmes intéressants à développer pour, dans nos climats mais également dans les climats arides. Et là, pour les collectivités qui s'intéressent à ce phénomène, il y a la ville de Munich qui a mis en place un système déjà il y a une trentaine, une quarantaine d'années, où ils ont planté des forêts sur toutes les zones de captage des eaux. Et il s'avère que l'eau qui sort de cette forêt, elle est complètement pure et elle n'a pas besoin d'être nettoyée avant d'arriver au robinet. C'est-à-dire que c'est une ville en Europe avec 1,3 million d'habitants qui n'a aucune station d'épuration depuis 40 ans. Je coupe. Le terrain était en pente à la base et quand il y a des pentes, c'est préférable souvent de faire des terrasses. Parce que quand on fait des terrasses, on met les terrains à plat et du coup l'eau qui tombe tout simplement, elle a plus de facilité à s'infiltrer. Alors que quand le terrain est en pente, l'eau elle va avoir tendance à descendre. Et le problème c'est que lorsque l'eau descend, elle emmène avec elle la terre, elle emmène avec elle la fertilité. Et nous, notre préoccupation première, c'est que lorsque l'eau tombe du ciel, on a besoin de la garder sur le terrain. Pour ça, il y a plein de techniques, mais notamment les terrasses permettent ça. Et avant, je vous ai montré la forêt nourricière sur 50 mètres carrés. Mais vous voyez, on peut imaginer une conception multi-étagée, même sur un petit espace de 5 mètres carrés. Vous voyez, vous êtes dans votre jardin.
On a un arbre fruitier, alors cet arbre, il n'est pas très en forme cette année. Vous voyez, c'est un arbre qui ne va pas être très grand parce qu'il est sur un petit tronc. Autour de cet arbre, vous voyez, il y a toute une série d'engrais verts qui ont été plantés. Notamment, il y a le trèfle incarnat qui est en train de sortir. Vous avez vu comme c'est joli. Comparez ça à nos arbres en fait au milieu d'un parterre de gazon, en fait, comme c'est triste. Et vous allez voir toute cette biodiversité. Il y a les bourdons et les abeilles qui vont venir manger de ça. On a des couleurs et tout n'est pas encore sorti. Autour de cet arbre, on installe des fruits rouges. Donc on a des groseilles, des cassis et on a plusieurs plantes aromatiques qui sont également installées ou des plantes comestibles. Donc vous voyez, même sur un petit espace comme ça, on peut envisager de faire une culture étagée et de profiter de toutes les dimensions pour produire au maximum de la nourriture. L'arbre à gendarme. Ouais, ça fait des abris. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en mettant toutes ces plantes, on crée des niches pour un tas d'insectes, pour un tas d'oiseaux et on ramène de la biodiversité. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que on ne sait pas trop l'expliquer, mais il y a une règle dans la nature, c'est que plus il y a de biodiversité, plus les milieux sont stables. Alors évidemment, on devine un peu pourquoi, c'est que cette biodiversité va permettre des interactions et toutes ces interactions vont limiter les influences des uns et des autres. Quand vous êtes sur un système en monoculture, vous avez le moindre déséquilibre, il va s'appliquer à tout l'espace puisqu'il n'y a que ça. Mais comme vous avez un système avec une énorme biodiversité, même s'il y a un déséquilibre qui se met en place, il y a tellement de contrebalancements de tous les côtés que finalement ça reste relativement stable dans le temps. Donc sans trop l'expliquer, ce qu'on essaie de faire dans les projets en permaculture, c'est d'augmenter au maximum la biodiversité, et notamment en créant des niches pour les insectes, Ah, effectivement, tu vois cet engrais vert, bah, regarde, il est là pour enrichir la terre, mais regarde toutes ces bestioles qu'il va pouvoir accueillir. Et cet équilibre, c'est l'homéostasie? On peut attaquer là-dessus? Ouais, bien sûr. Donc ça, c'est une autre expérimentation qu'on essaye. Elle est basée sur les travaux d'un Suisse qui s'appelle Angens, qui travaille dans les forêts équatoriales du Brésil. Et lui, il a replanté des centaines d'hectares de forêts tropicales, de forêts amazoniennes en fait, avec une technique, c'est qu'il plante de manière extrêmement dense. Donc je vais te donner un exemple, par exemple, ici on a un arbre qui nous intéresse, on l'a planté, c'est la mélanchée. Il donne des petits fruits comestibles. Donc je fais une petite aparté, aujourd'hui on va acheter des baies de goji qui viennent du fin fond du Tibet. On a exactement les mêmes qui poussent chez nous. C'est des fruits très riches en antioxydants. Et c'est sauvage en fait, il n'y a rien à faire, ça pousse tout seul. Donc pourquoi aller chercher et surtout dépenser 20 € pour des petits paquets de... Et donc cet arbre nous intéresse, mais ce qu'on va faire autour, c'est qu'on va lui mettre un tas d'arbres qui vont lui ramener de la fertilité. Parce qu'aujourd'hui on a un sol qui est relativement fait, comme j'ai dit, il y a une faible biodiversité, parce qu'il y avait avant des chevaux, que c'était une prairie, et nous ce qu'on veut c'est en faire un sol forestier. Et donc comment faire un sol forestier? C'est facile, en ramenant des arbres de la forêt, c'est logique. Et donc ces arbres de la forêt, ils sont là, on a planté des bouleaux, et vous voyez, ils sont plantés très serrés, à même pas 1 mètre. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que ces bouleaux vont grandir, ils vont laisser tomber des feuilles par terre, donc ça va mettre en place un système de la nourriture pour le sol forestier. Et ces bouleaux, je vais les tailler petit à petit parce qu'ils vont vite devenir trop gros, et donc je vais ramener du bois, et là ça va faciliter le travail des champignons. Et petit à petit, mon sol forestier va s'installer, et je vais avoir un sol qui est beaucoup plus riche, avec beaucoup plus d'humus, et qui a aussi un rôle d'éponge, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, les forêts absorbent, sont des vraies zones tampons pour les orages, et on va donc avoir un sol qui est capable de capter une grande quantité d'eau. Évidemment, mon amélanché va se sentir beaucoup mieux, puisqu'il va se retrouver dans un écosystème avec un tas de plantes intéressantes. Alors, ce qui est vraiment intéressant dans la nature, c'est qu'on plus on apprend des choses et plus on se rend compte qu'on ne connaît rien et que c'est d'une complexité extrêmement poussée. Par exemple, le bouleau, tu vois, c'est très récemment, on a remarqué que dans les feuilles, il y avait des bactéries qui vivaient en symbiose et qui fixaient l'azote de l'air. Pendant des dizaines d'années, on pensait que c'était limité aux racines, à des bactéries qu'on appelle les rhizobiums. Et récemment, on a remarqué que ces bactéries, il n'y en avait pas que dans les racines, il y en avait partout. Et dans la nature, qu'est-ce qui se passe? C'est que le bouleau, il vient quand on a coupé une forêt, il vient pour remettre en place la forêt. Donc il va s'installer là, il va pousser très vite, lui il aime bien être au soleil. Et lui, du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enrichir le sol. Et du coup, il y a cette logique, tu vois, d'avoir des bactéries qui vont intervenir à ce niveau-là. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On voit ça dans la nature, on refait la même chose. Les bouleaux sont là, on installe des bouleaux, on installe des saules. C'est ce qu'on a fait dans la zone qui est derrière. Là, on voit vraiment un terrain comme c'était avant. On a mis des arbres, il y a de l'herbe. Pour l'instant, on a l'impression que c'est ça, c'est des arbres au milieu de la prairie. Et tu le constates, les arbres sont pas du tout aussi développés que les autres. Ils sont restés beaucoup plus petits parce que justement, ils ne sont pas dans un environnement où ils sont à l'aise. Ils sont en compétition avec les herbes. Les herbes, on pense qu'elles dégagent des substances chimiques qui empêchent la croissance des autres plantes. Et puis en même temps, ils sont en concurrence sur l'eau. Qu'est-ce qu'on a fait? On a planté tout un tas de saules, parce que c'est une zone assez humide, parce que les saules aussi ont cette capacité à fixer l'azote.
Et en parallèle, on va aller le voir tout à l'heure, au pied des arbres, on a commencé à, toujours la même technique, en installant des cartons, en installant de la paille, à faire en sorte que l'herbe disparaisse. Et on remplace l'herbe par des engrais verts. Et puis on commence à rajouter des plantes vivaces. Et petit à petit, tu vas avoir ce terrain qui, là en herbe, va se transformer en un terrain qui ressemble à ça. Où là, tu vois, on a complètement fait disparaître le gazon. Là, c'est tout un étage d'engrais verts. Donc on a l'impression que c'est pareil, c'est vert, mais c'est pas du tout pareil. Là, c'est des plantes qui vont aider l'arbre. Alors que là-bas, c'est des plantes qui sont en concurrence avec les arbres. Wow. Effectivement, bon, celui-là, il est mort l'hiver dernier, donc c'est pas un bon exemple. Mais les arbres, dans toute cette zone où on a mis en place ce travail du sol, sont beaucoup plus vigoureux, ont donné des fruits beaucoup plus rapidement et sont beaucoup plus gros. Et ça se voit clairement. Donc là, vous voyez, tout cet espace a été mis en place il y a environ 2 ans. Même principe, on a mis des cartons sur toute la surface qui était en herbe. Dans ces cartons, des trous tous les 30 cm, vous mettez une pomme de terre, vous pouvez faire ça au mois de mars, au moment des patates, à mars-avril. Après, on met 20 ou 30 cm de paille et là, on ne fait rien pendant 6 mois. On revient ensuite, on enlève la paille des cartons, on prend nos pommes de terre. C'est-à-dire que non seulement on n'a pas eu besoin de travailler la terre, de se fatiguer, mais en plus de ça, la nature nous donne des pommes de terre. Et là, on va effectivement travailler un petit peu avec la grelinette, enlever les petites herbes qui restent, on va préparer la terre, planter notre engrais vert. Et là, on a un sol qui commence à se mettre en place, à s'enrichir. En plus, on a toute cette biodiversité qui s'est installée. Et là, au milieu de ces espaces-là, on va commencer à implanter tout ce qu'on veut mettre dans notre forêt. Donc des petits arbustes, des petits arbres, des plantes vivaces. Alors là, on ne les voit pas trop parce qu'ils sont mais partout où il y a un petit bout de bois avec un ruban rose, c'est qu'on a installé une plante. Donc on a mis ça pour les reconnaître. On a installé, je vais y aller un petit peu, mais je ne vais pas trop marcher dedans. Tu vois, il reste encore des bouts de carton. D'accord. On a installé pareil des genêts à balai. C'est des fixateurs d'azote, c'est des plantes qui donnent des fleurs qui intéressent les abeilles. Qu'est-ce qu'on a? Bon, ça c'est des plantes sauvages qui arrivent, ça c'est un cerisier sauvage. Autour de cet arbre, tu vois, on a des petits fruits rouges qui ont été installés. Toujours là-bas, il y a toujours des bouleaux, même principe que tout à l'heure, des arbres qui vont ramener de la fertilité. Et donc, tu vois, l'idée c'est de partir de l'espace de départ de l'herbe et de lui faire suivre la même progression que dans la nature. C'est-à-dire dans la nature, si tu abandonnes l'herbe, il va se passer la même chose. Ce ne sera pas les mêmes plantes, mais ce sera la même logique. Tu auras une succession de plantes qui vont faire évoluer l'écosystème vers quelque chose qui est de plus en plus stable, qui chez nous sera une forêt. Et c'est vraiment ce qu'on essaie de reproduire ici. C'est-à-dire qu'on part d'un écosystème et nous, on va, en imitant la nature, essayer de l'emmener petit à petit vers un système de plus en plus stable. Ou par contre, j'aurais choisi toutes les plantes que je vais mettre en place, chacune pour... ça peut être pour me nourrir, mais ça peut aussi être... Je pourrais très bien planter des arbres pour faire du bois de chauffage, donc avoir de l'énergie. Je pourrais très bien planter des arbres pour faire des meubles ou pour faire même du bois de construction. Ou alors, vous voyez, donc dans la nature, on trouve tout ce dont l'homme a besoin. C'est drôle, c'est qu'il y a la perceuse. Ah, on fait de la... Bon, tu me brouilles mon repas. On va dire ça, c'est l'étape numéro 2. Une fois qu'on a l'herbe, c'est là où on a disposé nos cartons, nos pommes de terre. Bon, là, on n'avait pas de paille, on a mis des feuilles mortes. On va voir ce que ça donne. Et en septembre, on va revenir dans cette zone. On va enlever tout ce qu'on a installé, puis on va planter l'engrais vert comme on a fait tout à l'heure. Et toi, petit à petit, mon terrain qui au départ était constitué que d'herbe, et ben là, il commence petit à petit à s'installer, à installer d'autres étages, à enlever l'herbe et à installer une autre organisation de l'écosystème. Sur à peu près 3 ans, alors c'est ça, pour préparer la terre? Un peu plus. Bon, en tout cas, au bout de 3 ans, on a déjà une terre qui est extrêmement meuble, friable, riche en humus et qui est prête. Okay. C'est-à-dire qu'on a vraiment une évolution très rapide. C'est ce qui est vraiment chouette dans la nature et c'est ce qui nous rend très optimistes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que l'homme il détruit la nature à une vitesse impressionnante, mais on voit que l'homme il peut la remettre en place à une vitesse impressionnante, tout aussi vite, voire plus vite. Et c'est simplement ses volontés. À un moment, ces gens qui la détruisent vont bien disparaître de la terre. Donc si nous on prend le relais et qu'on remet tout ça en place en l'espace de quelques années, la plupart des éléments des écosystèmes pourront être remis en place. Alors c'est sûr qu'il y a des choses comme les plastiques ou les déchets nucléaires, là, c'est des déchets qui ont des durées de vie extrêmement longues, mais en tout cas il y a quand même beaucoup d'espoir. C'est une belle conclusion. Ouais. Je pense que... Donc sur le site on a 3 types d'animaux, on a des moutons, des poules et des abeilles. Et les poules interviennent beaucoup dans l'écosystème pour recycler tous nos légumes, tous les déchets des légumes. Puis elles fournissent bien sûr des œufs, mais elles fournissent aussi du fumier. Et puis elles sont utiles, on va le voir tout à l'heure. Ah ben j'en parlerai tout à l'heure, c'est plus logique. Ok. On sera devant le poulailler. Après les moutons,
Tu vois, pour mettre en place une forêt nourricière, il nous faut des milliers de plantes. Et forcément, on ne peut pas les acheter. Et du coup, première chose, c'est tout ce qui est bouture. Tu vois, on prend simplement des branches d'un arbre, on les met en terre et ça redonne des nouveaux arbustes ou des nouveaux arbres. Donc ça, c'est génial. On a ici des framboisiers, de la menthe, on a un figuier. Ça, c'est des plantes médicinales, ça s'appelle la santoline, qu'on utilise pour... parce qu'on fait des remèdes pour les plantes à base de plantes. La phytothérapie pour les plantes. Et avec la santoline ou les orties ou la consoude, on peut faire ce qu'on appelle des purins et avec ça booster les plantes ou bien les aider quand elles sont atteintes par des champignons ou d'autres maladies. Et là, ce sont plein de petits arbres, arbustes et plantes vivaces qu'on a plantés. Celui-ci, par exemple, pour te montrer, c'est le catalpa, c'est des petits arbres. Donc c'est des graines qu'on trouve n'importe où, dans les parcs, etc. C'est des petits arbres qu'on va laisser se développer et qu'on va ensuite installer dans la forêt, toujours pour densifier, toujours pour amener de la matière, toujours pour structurer le sol et petit à petit transformer notre prairie en sol forestier. Et tu vois, il y a donc ici des bacs avec de la terre pour implanter pour mettre nos plants. Et au milieu de ce bac, on a mis en place un lombricomposteur. Donc ça digère les déchets de la cuisine. Alors là, on a rajouté un peu de cendre parce qu'il était un peu déséquilibré. Ça digère les déchets de la cuisine, mais surtout les petits vers qui vivent à l'intérieur, ils ont la capacité de sortir du système et d'aller ramener la fertilité dans l'ensemble du bac. Donc ça, c'est vraiment un principe de permaculture, c'est que quand on met en place un système, on essaye de le mettre dans le meilleur endroit pour qu'on puisse bénéficier au maximum de tout ce qu'il peut apporter. Voilà pour notre jolie serre. Donc ici, c'est une autre technique qu'on a utilisée pour préparer le sol. C'est tout simplement qu'on a installé les poules pendant presque un an. Et les poules, elles ont remplacé les cartons et les pommes de terre. Donc elles ont mangé l'herbe, elles ont retourné la terre, elles l'ont enrichi avec leur déjection. Et elles l'ont gratté aussi, elles l'ont ameubli. Et dès que les poules sont parties, on a mis des feuilles mortes pour nourrir la terre. On a installé des petits arbustes, tu vois, donc là il y a des casseilles, après il y a des framboisiers. On a toujours nos grands arbres fruitiers, ici un cerisier. Et puis des engrais verts petit à petit qui s'installent, comme tu vois par exemple au pied du cerisier. Et tout un tas de plantes vivaces, encore une fois, ou des consoudes, tout ce qu'on a déjà dit. Et là pareil, en l'espace de 2 ans, tu vois, on passe d'un système de prairies avec une faible biodiversité à un système multi-étagé de forêt et avec une terre qui s'enrichit d'année en année. Normalement, il y a une trace. Voilà. Oui. Alex, pas le téléphone sur la vidéo, s'il te plaît. Il faudra bien penser à arroser. On va se fondre dans la végétation. Merci. Bon, je te fais là. Là, je filme. C'est parti. Il y a juste la grisaille qui arrive, mais c'est pas grave. Ouais. Donc, autre système de préparation des sols, c'est ne rien faire du tout. Parfois, la nature arrive toute seule à installer des choses qui nous plaisent et qui sont pas problématiques. Je pense au genêt à balai. Donc là, naturellement, une fois qu'on a enlevé, quand on est arrivé, donc c'est un terrain où il y avait beaucoup de ronces et de fourmis sauvages, on a commencé à les couper, à les enlever, à laisser les genêts qui étaient en place. Et petit à petit, les genêts ont pris toute la place, comme vous pouvez le voir. Et eux, ils sont en train de travailler. Ils sont en train d'enrichir le sol en azote et de préparer mon sol forestier. C'est un premier étage de la forêt. Alors on a profité d'avoir des genêts ici pour installer les poules. Vous voyez, il y a 2 poulaillers qui ont été installés juste derrière. On voit les poules en train de se régaler et elles vont, comme tout à l'heure, intervenir dans l'écosystème pour gratter le sol, l'enrichir, etc. Donc là aussi, ça va contribuer à mettre en place un sol de plus en plus qualitatif. Et vous voyez, au milieu de notre forêt naturelle, on a des arbres. Alors, ceux-là, on ne les a pas installés. Ouais, c'est un chêne, pardon. C'est par exemple un chêne ici. On a du lilas. Donc ces plantes viennent de manière totalement sauvage, s'installent sur le site. Donc là, on va les laisser pour l'instant prendre leur place. Mais à côté de ça, nous, on va commencer à installer nos arbres fruitiers. Alors pour l'instant, on n'en a installé qu'un, c'est un kaki qu'on voit là-bas. Il a pour l'instant juste 2-3 feuilles. Mais petit à petit, on va profiter de ce sol qui est déjà en préparation, en devenir vers un sol forestier, pour installer nos arbres à nous et laisser la forêt s'installer de manière totalement naturelle.